va pouvoir doucement commencer cette analyse technique. Donc on commencera probablement d'abord par Ethereum sur des intervalles de temps plutôt longs et ensuite on switchera éventuellement en fonction des questions que vous avez juste avant, en attendant que certaines personnes rejoignent le live. Je vais rapidement vous faire un petit peu le topo sur BitLearn pour ceux qui y sont, pour ceux qui aimeraient rejoindre la chose, vous montrer un petit peu les mises à jour qui ont été faites cette semaine sur la plateforme de développement. À savoir que sur le site officiel, il est de nouveau disponible, sauf qu'on est, j'ai pas encore push tout le code, etc. Donc il faut attendre encore probablement quelques jours pour que ce soit délivrable et accessible pour tous ceux qui voudraient rejoindre BitLearn. En attendant, j'ai fait énormément de mises à jour, je dirais de confort, qui ont résolu quand même pas mal de petits bugs, de petits soucis, qui ont apporté des fonctionnalités supplémentaires. D'ici quelques jours, vous aurez tous accès à BitLearn dans une version qui sera donc ouverte à tous. Vous pourrez vous connecter avec en l'espace de 2 clics, littéralement, donc avec l'authentification de Google, et vous pourrez accéder comme ça à votre espace de profil dans lequel vous retrouverez les ligues et les compétitions. Vous pourrez retrouver également toutes les missions journalières que vous pouvez effectuer sur le site. Donc à savoir que sur BitLearn, vous tradez directement en réel sur le site, enfin en réel avec des comptes démo évidemment, mais ça vous permet, en plus de vous former, d'avoir comme ça la partie pratique qui manque en fait énormément aujourd'hui, je trouve, dans le monde du trading, c'est-à-dire qu'on ne nous donne pas les outils pour pratiquer. C'est impensable parce que imaginez-vous dans n'importe quelle discipline, si on vous apprend à faire du piano sans piano, vous n'allez pas forcément progresser. Sur BitLearn, vous avez le piano, et le piano en l'occurrence, c'est la possibilité de trader directement sur la plateforme. D'ailleurs là, je vois que je n'ai pas réclamé mes points, ça me permet de gagner un petit peu d'expérience quand j'ai terminé mes missions. Alors c'est toujours pareil sur BitLearn, l'idée c'est que vous puissiez partager absolument tout ce que vous faites, y compris moi, toutes mes sessions de trading sont disponibles, c'est-à-dire qu'il vous suffit simplement de cliquer ici sur les sessions qui sont là, et vous pouvez rejouer mes sessions de trading, voir comment je suis rentré, comment je suis sorti, donc il y a une transparence absolument totale sur mon trading, que ce soit d'ailleurs sur le Discord ou sur la plateforme, et d'ailleurs ici en cliquant sur mes journaux, vous accédez en fait ici à tous les journaux qui ont été générés par le site sur toutes mes sessions de trading. Donc là, il y a une soixantaine d'ordres. Si vous cliquez dessus, vous pouvez voir comme ça tous mes journaux de trading et tous mes trades. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le font sur Twitter ou sur YouTube. En tout cas, moi, je le fais. Et ça vous permet comme ça de voir réellement pourquoi je suis rentré, pourquoi je suis sorti, de voir mes statistiques, mon profit factor, les gains et les pertes. Vous pouvez cliquer sur tous les trades. Et au passage, ça s'ouvre et ça vous permet de voir précisément les positions que j'ai prises. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant. Je pense que pour un trader amateur ou quelqu'un qui souhaite se former au trading, quoi de mieux que de pouvoir accéder aux journaux de trading des autres pour essayer de comprendre comment ils ont tradé et comment ils ont procédé pour essayer de... Et puis ça vous montre également les performances que je fais sur tous mes comptes. Donc là, tous les journaux de trading sont disponibles. Vous pouvez mettre en favori aussi les comptes de trading d'autres utilisateurs, de manière à voir un petit peu comment il se comporte. Donc ça, c'est un autre utilisateur sur BitLearn qui a un super taux de réussite, donc bravo à toi. Vous avez également le classement général, vous avez la possibilité de rejoindre des sessions de trading, etc. Donc vous avez énormément ici de contenu sur BitLearn, donc les compétitions, les missions journalières, etc. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui sont sur le live. Petite intro BitLearn pour ceux qui sont déjà dessus et pour ceux qui aimeraient le rejoindre. Donc on va passer maintenant sur Bitcoin. Petit aparté, le site BitLearn sera bientôt disponible pour tout le monde dans quelques jours. Je ne pourrais pas prendre tout le monde pour des raisons évidentes de logistique, simplement parce que je fais ça par vague, un petit peu comme l'an dernier. Donc tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer d'abord un message en Twitter. Je commence à faire une whitelist. Là, j'en ai déjà noté quelques-uns qui sont intéressés. Donc ça vous permet d'être prioritaire pour tous ceux qui voudront rejoindre la plateforme, en sachant que au passage il y a un compte gratuit. Il y a une partie payante, mais il y a une partie consulter mes journaux, consulter tout ça, ça sera disponible pour absolument tout le monde. Moi je pense que maintenant on va pouvoir passer directement aux choses sérieuses, c'est-à-dire Bitcoin. Alors dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous en pensez, comment s'est passée votre semaine. Et globalement, est-ce que vous êtes positionné sur les marchés ? Ça m'intéresse parce qu'à partir de ça, on va pouvoir un petit peu voir un petit peu le sentiment de marché. J'aime beaucoup la psychologie. Est-ce que vous avez le son et l'image aussi ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour savoir si le micro fonctionne bien. Et si vous avez bien l'image en face
en face de vos yeux. Ça me permet d'avoir des feedbacks comme ça et ça me permet de savoir si tout se passe bien. Salut Paded, salut Uncle, bien joué pour ta session ce matin au passage. Très belle session Uncle qui est que j'aime pas dire un élève mais qui est sur BitLearn et qui a d'excellents résultats. Donc félicitations Uncle, le travail finit par payer, c'est super. Yes, ça marche parfait, toujours en position spot. Ok, moi c'est pareil. Salut, ok, salut Loïc, salut tout le monde. Donc l'idée ici, est-ce que vous avez des questions déjà sur sur BitLearn, vous pouvez m'en poser, mais aussi sur les graphiques, parce que je pense qu'ici, il y a quand même matière à... Alors, je vais vous le dire comme je le pense, hein. Quelquefois, les marchés sont difficiles à traduire, et quelquefois, c'est limpide, et les choses sont claires. Bah ici, sur Bitcoin, les choses sont très claires, hein. Pour moi, il n'y a pas de doute il n'y a pas de doute sur le graphique. C'est très clair ici, les signaux sont clairs. Enfin, pour moi, c'est carré, donc je pense qu'on va partir là-dessus. Et je vais vous donner mon point de vue concernant au moins les prochaines semaines, parce que je pense que le mouvement qu'on amorce ici sur Bitcoin est un mouvement qui va prendre du temps, qui va rencontrer des turbulences sur des niveaux qui sont très précis, et sur lequel je m'attends déjà à ce qu'on ait un petit peu de rejet. Alors ça va un petit peu dans le sens de tout ce qu'on a vu, cette semaine. Alors je fais un peu moins de vidéos YouTube en ce moment parce que je travaille beaucoup sur BitLearn, mais dès que BitLearn va ressortir, je ferai beaucoup plus de contenu. Donc il y aura probablement peut-être du TikTok, peut-être des shorts YouTube, peut-être plus de formats sur YouTube. J'aimerais faire des vidéos à visage découvert. J'ai pas peur de me montrer. Je trouve que ça peut être intéressant parce que ça me permettrait de développer d'ailleurs différents arcs narratifs, donc des vidéos mais psychologiques sur le trading. Je pourrais aborder des sujets que je peux pas faire là parce qu'un graphique c'est un graphique et c'est difficile de vous faire passer des informations sans me montrer. Donc je pense que c'est quelque chose que je ferai bientôt. Évidemment, je vous l'ai promis, beaucoup de trading. Voilà, il y aura beaucoup plus de trading sur ma chaîne, donc des sessions de trading, soit des replays BitLearn multijoueurs, soit des sessions sur mes comptes réels. Je pense que ça peut être intéressant de vous montrer ce côté-là, même si globalement, j'ai remarqué que pour tous ceux qui regardent ma chaîne, c'est pas le contenu qui vous intéresse le plus. Ce qui est paradoxal, hein. La majorité des gens qui regardent mes vidéos veulent des réponses, veulent pas forcément voir du trading. Ce qui est paradoxal parce que c'est quand même lié et je pense qu'apprendre le trading, ou du moins apprendre à trader, ça facilite sa compréhension et ça améliore la lecture des graphiques. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, Oncle, mais moi je crois que plus vous tradez, plus vous passez du temps sur les graphiques à prendre des trades, l'action en fait engage des mécanismes dans le cerveau qui font que vous retenez mieux l'information. Regardez mes vidéos, cette vidéo dans 3 semaines vous l'aurez oublié. Passez des trades, je vous assure que les actions qui engendrent une position sont beaucoup plus formateurs que de simplement regarder des PDF et des vidéos. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs fait BitLearn. C'est parce que l'action permet vraiment d'apprendre. BitGet est plus dispo bientôt. On trade sur quoi en 2026? Sur BitLearn. Je déconne. Je sais pas. Binance. BitGet disparaît en France. Hein. Pas dans le monde entier. Donc j'imagine que tu peux utiliser par exemple des DEX comme Hyperliquid. Je pense que ce sera probablement la meilleure alternative que vous avez. En plus, vous n'avez pas de risque de... Enfin, bon, ça reste quand même solide, Hyperliquid. Donc, je pense qu'Hyperliquid, KuCoin, KuCoin, Binance aussi. Je sais pas en France si vous l'avez toujours, Binance. Moi, je l'ai pas ici, en Amérique du Nord, mais il y a quand même des alternatives, mais Hyperliquid. Voilà, je te dirais, comme ça, t'es pas emmerdé. Ça marche plutôt bien. Attention aux liquidités sur Hyperliquid. Je me suis déjà fait bien niquer à cause de ça. Mais globalement, c'est fiable. C'est correct. Ok, alors attendez, je vais enlever un petit truc là-haut. Voilà. Pas de futur sur Binance. Ah oui, ok, c'est vrai, il n'y a plus de futur. Il n'y a pas 36 alternatives là en vérité. donc Hyperliquid, comme ça c'est décentralisé et t'as pas de risque de voir le truc fermé. Ok, donc je pense qu'on va commencer. On va commencer. Alors, on va prendre du recul et on va commencer les choses de manière synthétique. Comme j'aime beaucoup le faire sur ma chaîne, ça vous permet d'avoir une cartographie qui est limpide. On va pas se perdre dans des détails sur du 1 minute ici, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc première chose, vous avez ici 2 moyennes mobiles que j'exploite constamment. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe sur ces graphiques. Le fait d'être sous la moyenne mobile rouge ici nous montre que la tendance court terme est baissière. C'est toujours le cas tant que le prix ne repasse pas au-dessus de la moyenne mobile rouge. Rappelez-vous, quand on se situait au-dessus, on était sur une moyenne sur une courbe et sur une tendance qui était haussière. Tant qu'on évolue sous cette moyenne mobile,
tendance baissière. Point barre, il n'y a rien à discuter là-dessus. La tendance, c'est toujours baissière sur Bitcoin. Peu importe ce que vous voyez. Pour l'instant, tant qu'on se situe sous cette moyenne mobile, vous posez pas de questions. Les options se situent plutôt à la baisse plutôt qu'à la hausse. Maintenant, vous remarquez que j'ai une deuxième moyenne mobile, une moyenne mobile jaune. Et elle, c'est une moyenne mobile qu'on dit long terme. C'est-à-dire que sur des tendances haussières très long terme, on peut parler de cyclicité du coup. Là, on parle en année. Le fait de revenir chercher cette moyenne mobile est une correction absolument saine qui nous ramène sur des niveaux clés moyens, c'est-à-dire que c'est un petit peu l'Argus de Bitcoin. On vient un petit peu annihiler, supprimer l'excès de marché qu'on avait sur Bitcoin parce qu'on a fait quand même une performance qui était quand même exceptionnelle sur Bitcoin. On en parlait sur Bitlearn, mais 600-700%, c'est une belle performance. Donc c'est normal qu'on ait des mouvements correctifs qui nous ramènent ici sur la moyenne mobile. Donc la moyenne mobile 200 est une moyenne mobile long terme. Oui Titi, on va y venir, on va en parler de ça. Donc la moyenne mobile long terme est une moyenne mobile qui nous permet d'avoir des points de contact haussiers, très franchement. Toutes les fois où nous passons sous la moyenne mobile 200 long terme sont des opportunités de passer à l'achat. C'est pas dans cette localisation-là qu'on commence à avoir peur. C'est très clair pour moi. Pas après un mois 60%, je vous l'ai déjà dit. Sur Bitcoin, on a atteint un prix plancher qui se situe globalement autour des 60 000, je pense que ce niveau-là sera défendu dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Oui, je pense qu'on le retestera, c'est une possibilité assez forte, mais je pense qu'ici, on n'est plus très très loin du point bas et du point d'inflexion. Pour être tout à fait précis, si on devait vraiment trouver un bottom, je vais prendre mon petit aimant, je pense qu'il se trouverait globalement entre cette droite verte et la mèche qu'on a ici. Alors je vais vous tracer les deux, donc ça vous donne une zone très précise dans laquelle on peut vraiment ici venir trouver un bottom ou un point bas. Je ne vous dis pas qu'on ne l'a pas déjà eu, mais si on doit redescendre plus bas, et on verra ça, ça va faire sens avec ce que je vais vous montrer. Pour moi, ici, on est sous la moyenne mobile 200, on est clairement dans des localisations qui sont des localisations d'accumulation et d'achat. Il n'y a pas trop à se poser de questions, je ne crois pas trop aux 30 000 $. Voilà, pour énormément de raisons. Je pense que cette localisation-là est une localisation qui est déjà très intéressante. Pourquoi ? Parce que, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, on refait un petit topo, parce que tout ce qui se situe sous la moyenne mobile 200 dans le passé a été quand même acheté, c'était souvent des zones dans lesquelles on a trouvé des acheteurs, que ça s'est précisément fait ici dans des zones de survente sur le RSI, sur des intervalles de temps très longs, le weekly. Donc je pose le décor en début de vidéo, parce que tout le monde ne regarde pas forcément toutes mes vidéos toutes les semaines, donc ça vous permet déjà d'avoir des points de repère ici, pour vous expliquer un petit peu comment je procède pour faire mes analyses techniques. Donc on retrouve des points d'intérêt qui sont extrêmement survendus sur du weekly, donc c'est des points d'intérêt qui sont extrêmement intéressants, c'est des points de capitulation, des zones dans lesquelles on a peur, il y a un consensus baissier, etc. On le voit également sur Twitter, je le vois également sur mes statistiques. Donc globalement on est plus proche d'un consensus baissier que d'un consensus haussier, c'est précisément dans ces localisations-là qu'on peut avoir des reversals. Alors les reversals se font pas comme ça en V-bottom, c'est extrêmement rare, surtout sur des intervalles de temps plutôt longs. En général, vous voyez, on vient chercher une mèche de liquidation, je vais prendre mon petit aimant, et ensuite on revient chercher la mèche pour essayer de s'appuyer sur un support pour voir si ici on est prêt pour repartir sur une tendance haussière. Comprenez bien que la mèche se situe là et que globalement le support doit se situer autour des 60 000 $ si on veut vraiment avoir un vrai reversal. Pour l'instant, c'est absolument pas ce qu'on a, mais je vais rentrer dans le détail un petit peu plus tard. Il y en a tellement qui attendent les 30 000. Ils les auront peut-être, mais si on attend les 30 000 pour se positionner sur Bitcoin, il se peut qu'on passe jamais à l'achat en fait. Et le but du DCA, dans des localisations comme celle-ci, c'est justement d'essayer de lisser son achat le plus bas possible. Si vous ne rentrez pas, vous rentrez pas et vous prenez le risque de devoir FOMO parce que vous êtes passé à côté du truc. C'est assez classique. Je sais déjà que quand on va venir chercher ici les 78 000 $, je suis quasiment sûr que vous en avez certains qui voulaient absolument pas attendre. Il y en a beaucoup qui voulaient pas acheter les 60 000 $ parce que c'était pas le fond et qui vont venir nous acheter Bitcoin sur les 80 000 $ et qui vont se prendre le couteau dans les dents derrière. Je vous le dis déjà, je sais que ça va arriver. Et je sais déjà qu'il y en a 2-3 qui vont commencer à s'exciter dans quelques jours quand Bitcoin va regagner les 78 000 $. On connaît la musique. Et tous les mecs vont repasser boule alors qu'il n'y en a pas un qui a passé un achat sur les 60 000. On connaît la chanson. Donc l'idée, c'est pas d'aller chercher, c'est pas d'acheter Bitcoin trop cher.
Le but, c'est de l'acheter dans des bonnes localisations qui sont extrêmement survendues parce que c'est là que vous ferez les meilleures affaires. Et c'est pareil sur Ethereum. Donc voilà le topo long terme. On est plus près du fond du puits qu'autre chose. On est clairement dans des localisations qui sont devenues acheteuses, pas sur les niveaux actuels, sous la moyenne mobile 200, donc la moyenne mobile jaune, sous les niveaux qui sont là, globalement, et dans des zones de survente. Vous voyez qu'ici, on a quitté les zones de survente. Sur BitLearn, j'ai des cours là-dessus, mais vous avez également des vidéos YouTube gratuites sur le sujet. Quand on repasse comme ça au-dessus des niveaux des 30 sur le RSI, c'est des signaux qui sont plutôt acheteurs, hein. Voilà, donc après, évidemment, il faut laisser les choses se faire. Si vous achetez une position sur ces niveaux-là et que vous faites enfoncer, c'est comme ça. C'est le jeu, faut rester tranquille. Le but de l'investissement, c'est d'être patient et vous verrez que dans plusieurs mois, dans quelques années, on rigolera vraiment de cette localisation en se disant qu'on avait précisément un bottom. Je vous assure que c'est comme ça que ça va se produire. Il y a de grandes chances que ce soit comme ça, que ça se produise, à moins qu'on ait une défaillance dans le code de Bitcoin ou des événements Black Swan. Je vois pas pourquoi on descendrait plus bas, je vous assure. En plus, on est quasiment revenu sur des niveaux de les ETF, c'était quand même ici, hein. C'était la mèche qui se situait là. Vous voyez, donc pour moi c'est un support, c'est très clair que ce sera un support ici sur ces niveaux là. Donc voilà, en ce qui concerne le topo long terme, on est rentré dans des zones DCA. Le bottom probable se situe dans cette localisation là. Sur la moyenne mobile 200, on a un pullback, on a un rebond, ce qui est plutôt normal. Maintenant, cette tendance court terme est toujours baissière. On va tout de suite descendre dans des petits intervalles de temps, donc du daily, dans du daily, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe ici. Je vais virer un petit peu tout ça, on va laisser les deux moyennes mobiles, et vous verrez qu'on va changer d'approche maintenant pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe sur les niveaux actuels. Déjà, première chose, on a une résolution qui s'est faite dans une structure en forme de triangle. Je vais essayer de vous le tracer, j'ai enlevé mon aimant, pour vous remettre un petit peu le contexte. Donc c'était une contraction avec globalement une convergence qui était haussière ici. On l'a résolu avec le breakout. Donc moi j'étais plutôt partisan de ça, hein. C'est-à-dire certains imaginaient qu'on allait tout de suite descendre plus bas. Pour moi, il était plutôt clair qu'on allait aller plutôt s'aventurer sur des niveaux un petit peu plus hauts, histoire de justement reconstruire des nouvelles poches de liquidité qui se feront plus bas. Parce que oui, vous le verrez, on a de plus en plus de liquidités qui attendent sur ces niveaux-là. Donc je pense que c'est des niveaux qu'on peut venir chercher dans plusieurs jours, voire dans plusieurs semaines. Pour l'instant, voilà le topo. Ici, on a deux résistances majeures. On en a même trois. Je vais vous les tracer. C'est les niveaux clés qu'il faut faire, sur lesquels il faut faire attention. Je vais d'abord enlever les moyennes mobiles pour faire de l'analyse technique pure et dure, parce que ces niveaux vont répondre de toute façon. Donc, on va d'abord tracer les droites, et je vais vous montrer un petit peu tout ça. On va utiliser le ray, on va prendre le petit aimant, et on va les tracer la première droite. Ça, je vous le dis directement, c'est un mur de vente. Quand on va revenir chercher cette trend, il n'y a pas un monde où ici on ne retrouve pas des vendeurs. Si on ne les retrouve pas, je serais très surpris, et ça voudra probablement dire qu'on a le bottom, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai en tête. Parce qu'on a des liquidités qui sont quand même en train de traîner sous les 60 000, qu'on a un contexte géopolitique quand même tiédos, et globalement, parce que cette moyenne, cette droite-là va servir de vente. Vous êtes à peu près sûr qu'au contact de celle-ci, on peut retrouver ici des vendeurs. Alors le contexte, il est encore plus simple que ça, hein. Je vais la dupliquer pour vous montrer ça. On est dans une espèce de canal baissier, hein. Donc, ce qui est plutôt cohérent avec les deux moyennes mobiles que j'ai là. C'est-à-dire que le prix qui évolue sous les moyennes mobiles en étant coincé dans un canal baissier, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, les choses sont claires, les gars, ici. Il n'y a pas de discussion possible sur la chose. On vient chercher le bas du canal, on vient chercher le haut du canal, on revient chercher le bas du canal. L'objectif ici, s'il veut bien, voilà, c'est de revenir chercher ici, hop, le haut du canal, tout simplement. Donc on commence à avoir un contexte, vous voyez, un contexte technique qui nous permet d'anticiper des mouvements et qui nous permet de nous préparer au pire pour éviter de se faire piéger là-haut quand tous les mecs vont repasser boule sur cette trend. Moi, je serais plutôt attentif à ce qu'on n'ait plutôt pas des setups de position courte qui puissent se prendre au contact de cette zone-là. Maintenant, il y a plusieurs choses. Le haut de cette trend est un point de contact évidemment baissier, mais on n'a pas que ça, hein. J'aime bien les convergences. Vous voyez le support ici qu'on avait et qu'on a perdu, précisément sur les niveaux qui étaient là. Alors pourquoi je trace ce niveau? C'est pareil, hein. Ce niveau-là, je ne le trace pas au pif comme ça au doigt mouillé.
Tu sais, tiens, celui-là, non, ça marche pas comme ça. Je le trace parce qu'en fait, les dynamiques ont une importance extrêmement importante. Théorie de dos. Quand on vient comme ça retourner une tendance, alors attendez, je vais tracer quelque chose de plus propre. Quand on vient comme ça casser une structure et qu'on passe sous un support précédent, on a clairement cassé une dynamique. La dynamique baissière. Donc en fait, l'idée en général, c'est qu'on revienne tester le support pour aller chercher plus bas. C'est de l'analyse technique, hein. C'est vraiment des choses que vous pouvez apprendre dans énormément de bouquins. Vous avez le bouquin de Bouchot qui vous explique très bien ça. En analyse technique, il y a des niveaux à respecter. Les supports qui sont cassés sont des résistances, deviennent des résistances ici. Donc le niveau que je vous ai tracé là, c'est un support qui était très important. On est revenu se poser ici dessus, on l'a défoncé, on l'a cassé. Donc maintenant, on revient tester la dynamique baissière pour s'assurer qu'on est bien sur une dynamique baissière en revenant faire un pullback dessus. Donc on a plusieurs ici, on a la convergence de plusieurs signaux ici qui nous invitent à la prudence. Posez toutes vos questions. Et après, je répondrai à absolument tout le monde dans le truc. Posez-moi des questions sur ça. Si c'est pas très clair, eh ben, on retravaille ça. J'essaie de trouver des mots différents, des analogies différentes. Mais l'idée, c'est que vous appreniez des choses et que les choses soient claires pour vous. Vous compreniez pourquoi je vous parle de ça. Voilà, c'est très important pour moi que à la fin de la vidéo, vous ayez compris les choses. Donc ce support-là doit servir de résistance, va servir de résistance. On le retrouve précisément sur le haut de notre trend ici. Donc vous voyez qu'on a convergence de plusieurs choses ici. On a le pullback qui nous ramène sur la trend baissière. On a un niveau de support ici qui sert de résistance. Et on a la moyenne mobile jaune ici qui est une moyenne mobile long terme, je le rappelle, sur du daily qui va continuer à descendre et qui peut venir chercher un point de contact également dans la box, c'est-à-dire la grande zone rose que je vous ai tracée ici, qui nous donne la convergence de trois signaux baissiers. C'est le pullback sur la moyenne mobile, le pullback sur la trend et l'ancien support qui sert de résistance. Et ça peut se faire également avec un quatrième signal. C'est précisément le retour dans la zone de surachat sur le RSI. Parce qu'en général, et c'est là qu'on trouve des setups baissiers, quand on vient chercher la zone de survente, on revient en général chercher la zone de surachat derrière. Regardez, ça se fait très très souvent. Quand on vient chercher la zone de survente, on revient chercher la zone de surachat derrière. Et c'est précisément dans les zones de surachat ici qu'on peut retrouver ici des mouvements correctifs. Alors quand on est sur une tendance haussière comme ça, ici, en général, c'est pour trouver un support, un pullback, une zone dans laquelle on va consolider en vue d'aller chercher un nouveau sommet. Mais quand on est sur une tendance qui est baissière comme ça, en général, tout ce qu'on va revenir chercher dans la zone ici la zone de surachat, donc vous voyez ici, c'est des setups qui nous emmèneront plus bas, comme ici. Vous voyez, on est vraiment venu chercher ici le contact avec les moyennes mobiles, le haut de la trend, etc. Ça s'est fait également dans la zone de surachat. Derrière, on a eu la punition, on est revenu chercher plus bas. Donc le contexte, en fait, il est simple ici. Il n'y a pas matière à discuter sur la chose. On a tout ce qu'il faut ici pour comprendre ce qui se passe sur Bitcoin. Maintenant, est-ce que je suis pessimiste pour autant? C'est-à-dire que même si je m'attends à ce qu'on ait un retest de ces niveaux-là avec probablement quelque chose d'un petit peu profond derrière, on verra ce qui va se passer sur les niveaux. Si franchement, le seul scénario haussier que je vois dans tout ce bordel, c'est on revient chercher ici la moyenne mobile et tout le bazar, on commence à corriger comme ça et on trouve une impulsion haussière très rapide pour revenir casser tous ces niveaux-là. Là, vous avez des vrais signaux haussiers. Je veux dire, on revient chercher la zone qui se situe au-dessus de l'ancienne résistance, l'ancien support, on repasse au-dessus des moyennes mobiles. Là, vous avez un contexte qui est extrêmement haussier. Ça nous ouvrirait la porte à un rallye qui nous ramènerait chercher la TH. Mais c'est le seul cas dans lequel je vois ça se produire. Mais moi, je n'y crois pas à ce scénario-là. Voilà, on verra. Hein. Pour l'instant, je pense que les statistiques et les probabilités nous emmènent sur une continuation baissière pour plusieurs raisons, notamment parce que je commence à sentir de plus en plus de personnes qui rentrent doucement en longue. On a des positions qui sont ouvertes et on a des clôtures de positions qui se font globalement sous le niveau des 65 000. On voit que pour l'instant, on est occupé à venir chercher toutes les poches au nord. Donc, tant que ça continue, tant qu'on est occupé à venir chercher les positions vendeuses là-haut, les shorts, enfin, on appelle ça un short squeeze, il n'y a pas de raison que ça se termine là.
En plus, là, on n'est même pas venu, est-ce qu'on est venu, on n'est même pas venu chercher la résistance qui se situe là. Donc globalement, le topo dans les prochains... Alors vous voyez, les corrections comme ça, on tape les poches et on corrige. En général, je vais vous faire je vais essayer de vous expliquer ça. Je vais virer ça En général, pour des continuations haussières, hop, ça se fait souvent par phase. C'est-à-dire qu'on a des petites accélérations. Ça, on a des petits plateaux, on vient mêcher un petit peu en haut, on vient consolider comme ça. On a une accélération haussière et ensuite on a une correction. Des fois on a des bull flags comme ça, on a des petits setups comme ça de continuation. Et en fait, quand on a ce type de structure, c'est simplement qu'on est de nouveau dans un range. Et quand on est dans des ranges comme ça, donc haussiers, on vient accumuler des liquidités qui sont là-haut. Voilà, tout simplement parce que vous avez énormément de mecs qui commencent à prendre des shorts. Et en fait, l'idée c'est de souvent avoir ce genre de structure et on vient chercher plus haut. Donc c'est ce que je suis en train de voir ici. Donc la correction qu'on a là est probablement une correction pour construire une nouvelle pattern de continuation en vue d'aller chercher l'objectif des... Alors je dis 80 000, mais ce sera probablement autour des 60... enfin, 80 000 étant un objectif, un chiffre rond. Des fois on se fait surprendre et on se fait attraper à 79 000 pour pas venir déclencher les ordres à 80 000. Alors je vais enlever tout ça parce que je veux conserver quand même l'analyse technique que j'ai faite. Donc c'est pour vous expliquer que sur des intervalles de temps plutôt courtes, ici, même si on a des corrections, ce genre de choses, je pense que l'idée c'est d'aller pousser, vraiment chercher les 78 000 me paraît être un objectif moyen court terme plutôt réaliste ici. En sachant qu'on se frotte déjà à la première moyenne mobile, qu'on semble passer au-dessus. Donc l'idée c'est un petit peu comme ici, c'est s'affranchir de la première, venir chercher la deuxième, se faire rejeter. Pour moi, voilà, les choses sont dites, hein, les choses sont posées, il n'y a pas de... comment dire, les choses sont très limpides ici. Donc des fois, je vous le dis, quand j'ai des doutes et tout, autant là sur les structures actuelles me paraît plutôt cohérente. Sur du court terme, continuation baissière. Voilà. Sur du long terme, je m'attends à ce qu'on revienne chercher les zones qui se situent plus bas sur ces niveaux-là pour aller vraiment trouver notre reversal. Donc l'idée c'est éventuellement d'aller chercher ça, de se faire repousser, d'aller chercher la zone qui se situe là, c'est un petit truc comme ça. Et puis ensuite, on a vraiment un vrai bottom, un vrai W, une structure de continuation haussière et on retrouve des niveaux d'intérêt qui sont beaucoup plus haussiers. Voilà. Et une fois qu'on aura ce type de structure, il n'y aura plus vraiment de double. Vous pouvez renforcer vos positions. L'objectif sera de venir chercher toutes les résistances qu'on a perdues et on reviendra les chercher, rassurez-vous, simplement parce que ça se voit de toute façon. On a énormément d'intérêt. Quand je passe en 3 mois, on a énormément de liquidités qui se situent au-dessus des résistances. Donc on prépare probablement un rallye qui nous emmèneront chercher le niveau des 120 000. Je crois qu'on a même beaucoup plus de choses au-dessus. Je crois que c'est même les 150 000. Les 150 000, il y a vraiment beaucoup de choses. Vous voyez, même là, il y a beaucoup de choses. Ici, les 120 000 seront probablement une résistance majeure. On risque de consolider, construire une pattern de continuation ici. Et tout ce qui se situera dans cette zone-là, sur les points bas, s'achètera en vue d'aller chercher le niveau des 150 000. En ce qui concerne le mouvement actuel aussi, je regarde que on repasse très rapidement, donc là on est en 1 heure, mais on repasse très rapidement sur des fondings négatifs. C'est ça qui me laisse penser que ce mouvement haussier là n'est pas terminé. Parce que je trouve qu'on a calmé on a calmé tous les longs qui étaient là. Clairement, on voit qu'on a coupé beaucoup de positions, on a construit une pattern. On redescend très vite dans des fondings négatifs. Et ça me fait penser que les traders sont pas confiants sur ce mouvement-là. Donc je pense que vraiment l'objectif c'est de venir faire un push au-dessus, on recrée de nouvelles liquidités, on vient chercher un funding un peu excessif, puis ensuite on punit derrière tout le monde. Ça va dans le sens de ce que je vous ai dit juste avant sur les graphiques. Maintenant je vais commencer à répondre à toutes vos questions. Je pense qu'il y en a. Et puis à tous les commentaires, questions ou pas, hein, je vais répondre à tous ceux qui sont sur le live. Alors, je suis en France, j'ai des fonds sur KuCoin, ça fonctionne pas chez moi. Et ça fonctionne chez moi, ok d'accord, très bien. Bon. Donc chez Uncle, ça a l'air de fonctionner. Piège aussi en cours, oui, clairement. Il y en a tellement qui attendent les 30, donc ça j'ai répondu. Tu fais des allègements en haut du range, en spot, pour avoir des liquidités quand ça corrige ou tu gardes le spot. Le spot, c'est le spot. Ce que tu me parles, ce sera probablement plutôt du trading. Mais alléger des positions, les alléger, je les allège pas dans un range, moi. Les positions, je les allège sur des résistances. Exemple, je vous en avais parlé déjà à l'époque. C'était pas très populaire de vous avoir dit ça à l'époque, mais ça s'est révélé payant. On trace ces résistances majeures. Voilà, donc les résistances majeures, c'est des hautes structures, on le voit ici, hein, c'est des points hauts qu'on ne revient pas tester tout de suite. Là, c'est pareil. Donc l'idée, en fait, c'est de racheter pour moi, en spot, c'était de racheter tous les niveaux qui situaient sur les moyennes mobiles 200 et d'aller distribuer au-dessus des résistances. Donc ma zone de distribution s'est faite
ici, à l'époque, sur BTC. Donc j'avais vendu des BTC ici. Ensuite, c'était les résistances qui se situaient là, donc d'alléger de nouveau sur tous les plus hauts. Là, il n'y avait pas vraiment d'achat à repasser, on n'était pas revenu chercher les contacts. Donc toutes les résistances, en fait, vous tracez vos résistances. Et sur des tendances haussières, les niveaux clés sont ces niveaux-là. On revient souvent les méchés au-dessus, donc on distribue comme ça. Et moi, ma zone de distribution sur BTC, je précise, j'ai pas eu le même money management entre Ethereum et BTC, probablement un biais, ça se faisait au-dessus des résistances qui se situent là, ouais, tout simplement. Donc on distribue pas dans un range. Enfin, on distribue pas dans un range. Voilà. Certains peuvent le faire, moi je le fais pas. Je préfère les résistances parce que c'est quand tu prends avec recul ce qui s'est passé et que tu traces vraiment toutes tes résistances, simplement les résistances, donc celle-ci, si tu vendais du BTC ici, que tu vendais du BTC ici, ton niveau moyen DCA de sortie, il se situait au milieu des deux. Et globalement, quand tu regardes, tu étais quasiment sur le sommet de marché. Tu étais quasiment sur le sommet de marché ici. Donc c'est beaucoup plus efficace. Le range, ça revient à vendre un peu sur des ranges, mais moi je préfère utiliser les résistances. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Parce que c'est comme ça que je trade tous les matins, tout simplement. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. On le voit bien, les bots utilisent les mêmes patterns, les mêmes structures. Donc, comment tu gères ton allocation future spot? Je fais peu de futurs sur les cryptos. Je vais te donner une raison qui est évidente. Prendre une position avec des tailles, avec un sizing important sur les futurs me coûte très cher. Crypto, donc les contrats perpétuels futurs. Alors que sur les indices futurs, une entrée par exemple et une sortie, ça va me coûter 2 $. 2 $ pour des tailles de position qui sont nettement plus intéressantes que sur les cryptos. Je te dirais que trader les cryptos, je trouve pas ça intéressant dans le sens où je trouve que, tu sais, c'est pas, les taxes que tu payes finalement, c'est un peu ça qu'il faut regarder. Quand tu trades quelque chose, tu regardes combien tu vas perdre quand tu vas prendre tes positions. Tu vois, c'est important, ça fait partie de ton bilan. Tu vois, tu as tes actifs, tes passifs, tu regardes combien ça t'a coûté. Les cryptos, tu te fais vite enculer quand même. Je vous le dis sèchement, moi ça me fait mal de voir des 40 balles de taxes et de commissions sur des trades en crypto. Là où en fait sur des positions 3 ou 4 fois plus grosses, ça va me coûter 2 balles sur les indices quoi. Donc j'ai tendance à te dire que je trade peu les contrats perpétuels crypto, je suis honnête. Ça m'arrive de le faire quand j'ai des setups, je me dis là c'est trop beau pour pas le faire. Genre là si on revient chercher la mèche qui se situe là, ici, là, il y a de grandes chances que je prenne des setups à l'achat, par exemple. Ou si on revient chercher la zone dont je t'ai parlé plus haut, ici, il y a de grandes chances que je la tente en short. Mais ça va s'arrêter là. Je ne vais pas faire de l'intraday, ça me coûte trop cher. En plus, je suis scalper, ça ne m'intéresse pas. Alors, t'imagines bien que si je trade en 1 minute ou 5 minutes, je vais me faire défoncer sur les cryptos. Donc, ça me coûte beaucoup trop cher, je ne le fais pas. Donc, je trade peu. Je suis des traders sur les cryptos, mais moi, mon profil est plutôt court terme. Ouais, j'espère que je t'ai répondu. Tu penses pas que Trump qui perde ses midterms et un Sénat démocrate qui rejette la loi Clarity Act, ça peut pas nous en ramener à la cave? Je pense que Clarity Act sera voté avant et je pense qu'il le fera voter avant. On est très très proche d'avoir parce que tu me parles d'élections qui sont plutôt en novembre. Ça laisse quand même énormément de place à voter ces trucs-là. Donc non. Pour te répondre franchement, je pense qu'elle sera passée avant. Et je pense qu'on aura eu une répercussion sur les marchés avant. Tout à l'heure, on a regardé un petit peu des reversals et tout. On a vu que cet été, ça pourrait être plutôt... Enfin, le printemps, l'été pourrait peut-être être haussier. Ouais, on va aller voir Ether. Donc, je pense que cette loi-là sera votée avant. Et je crois que les démocrates y étaient plutôt favorables au passage. Ils avaient une majorité. En tout cas, il y avait des démocrates qui étaient intéressés par le truc. Donc, je ne crois pas que ça menace cette loi-là. Honnêtement, franchement, puis Trump quand il veut quelque chose il finit par l'obtenir, donc je crois que cette loi va être votée, je crois en tout cas, je pense que ça sera fait là dans les 3 prochains mois. Voilà. Sur Ethereum on a eu des choses positives dont on a déjà parlé sur cette chaîne. Alors attendez, je vais déplacer un peu le micro, je vais le couper pour pas que ça fasse trop. Ok, c'est bon. Non, parce que j'ai un micro qui fait un bruit métallique terrible. Vous l'entendez des fois sûrement. Alors je coupe un peu quand je déplace. Alors donc je t'ai répondu du coup Loïc. Pour Ethereum, on va aller voir ça. Donc lui, il est un peu dans le même cas. Il est un petit peu toujours dans le même scénario. Enfin, je veux dire,
c'est toujours un peu pareil, hein. On vient chercher la zone de survente, on vient chercher la zone de surachat, les profits se prennent au contact de la zone de surachat. Donc là, c'est pareil, on peut identifier des niveaux clés, surtout le support qu'on a perdu là, autour de la moyenne mobile. Donc le niveau clé sur Ethereum peut se faire autour des 2700 $. Donc globalement, on peut avoir quelque chose plutôt haussier sur Ethereum si on s'affranchit de la moyenne mobile rouge. Ça laisse un boulevard pour une accélération haussière ici. Toujours pareil, sur Ethereum long terme, on rentre dans des localisations acheteuses évidentes, c'est-à-dire que tant qu'on revient chercher le point de contact de cette zone-là, là, on est probablement ici sur des points bas. Sur des points bas de marché, évidemment, le casser serait vraiment très très moche. Mais ce que je vois, c'est quand même qu'on est quand même revenu chercher des zones de survente. Toujours pareil, hein, si vous croyez en Ethereum, les zones de survente sont quand même des zones très intéressantes pour acheter. On ne l'a pas encore eu sur Ethereum. Donc elle se ferait probablement très très proche du niveau précédent des 1500 $. Je pense que lui aussi il approche d'un niveau clé, ce qu'on appelle un niveau plancher. Ça correspondrait avec le niveau des 55 000, 60 000 sur BTC. Sur du long terme, je sais pas si c'est un biais, j'essaie toujours d'éviter les biais, on en a tous. Moi j'aime beaucoup Ethereum pour plein de raisons, parce que les fondamentaux sont là. Donc si les fondamentaux sont là, je pense toujours que le prix, l'arbitrage peut se faire. Si je regarde la paire ETH-BTC en soi, pour l'instant, c'est pas si dégueulasse que ça, et ça laisse présager quand même. Ça peut laisser présager un mouvement plutôt haussier dans les prochains mois. En tout cas, c'est comme ça que je vois l'information. On est vraiment revenu chercher ici le bas de ce range-là, très très... à quelques ticks près, c'est le support qui est là. On a eu un mouvement haussier qui nous a ramené au contact de la moyenne mobile rouge. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des années, hein, franchement, autant vous dire. Donc ici, l'idée, c'est d'avoir une nouvelle structure haussière où on vient chercher des creux, des sommets, des creux, des sommets ascendants pour avoir vraiment des structures de continuation haussière. On peut hésiter autour de la moyenne mobile. Alors là, je suis sur la paire ETH-BTC, hein, je te réponds. Donc l'idée sur cette paire-là, c'est que même si on repasse sous la moyenne mobile, c'est de sauvegarder ces niveaux-là pour repasser au-dessus en vue d'avoir ces structures de continuation haussière avec des creux et des sommets ascendants qui nous emmènent sur un mouvement très parabolique sur lequel on doit prendre des profits. Pour l'instant, on n'a pas du tout eu ce mouvement parabolique. On est quelque part par là si j'en crois les structures. Ce qu'il ne faut pas voir, évidemment, c'est une continuation baissière. Ce serait vraiment pas beau, ce serait vraiment très très moche. On reviendrait chercher le support. Mais pour l'instant, ça a l'air de tenir. On le voit, on revient doucement chercher quasiment la zone de survente ici sur du weekly. Donc l'idée, surtout que là, on a eu quand même les ETF stacking. C'est pas rien. BlackRock, ça peut être un catalyseur aussi dans les prochains mois. Parce que les institutionnels peuvent se positionner sur Ethereum. Donc je crois vraiment que cette structure-là est probablement, en tout cas si je regarde les statistiques et tout, et si je regarde un petit peu ce qui se passe sur BTC, si on a un rallye sur BTC, je crois qu'Ethereum pourrait en profiter en ayant des structures haussières et peut-être une zone parabolique qui peut nous ramener peut-être pourquoi pas sur ces niveaux-là. On verra un petit peu ce qui va se passer dans les prochains mois. Mais si on a quelque chose de très vertical, on aura notre phase d'euphorie et on aura une phase extrêmement verticale ici sur Ethereum. Donc pour l'instant, je dirais qu'on a, ce qui est plutôt bon signe, c'est qu'on a retourné cette dynamique qui était presque baissière, hein, quand même si c'était extrêmement baissier. On voit qu'on est revenu la chercher. L'idée, ce serait vraiment d'accélérer, repasser au-dessus des moyennes mobiles et de la trend pour amorcer un vrai rallye haussier sur Ethereum. Pour l'instant, c'est toujours pareil comme Bitcoin. On est sur quelque chose de baissier, on évolue sur les moyennes mobiles. Tout ce qui se situe sous les deux moyennes mobiles, je le rappelle, ici, ici et ici, ont toujours été des entrées extrêmement intéressantes sur Ethereum. C'est factuel. Tout ce qui se situe dans ces zones-là, sous la moyenne mobile 200, ça reste des localisations qui sont premium et qui sont intéressantes sur du moyen, voire du très très long terme. Donc je pense qu'on a rayonné un petit peu. Si vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui, sur les dynamiques, sur BTC, sur Ethereum, je réponds à toutes les questions que vous vous posez. Je pense qu'on a des objectifs qui sont clairs maintenant. 78 000, 79 000 sur BTC, 2000, 2500, 2600 sur un rebond technique sur Ethereum globalement. Et sur les altcoins, je vous dirais de vous méfier. J'ai pas regardé toutes les altcoins parce qu'il y en a un paquet, mais elles suivront globalement tout un petit peu ce qui va se passer sur BTC. Donc on n'est pas sur une nouvelle dynamique haussière. Pour l'instant, on est toujours coincé dans une dynamique baissière avec un rebond de technique de contre-tendance qui va nous emmener chercher des résistances majeures dans lesquelles il va falloir augmenter sa vigilance. Voilà. En tout cas, je vous ai fait un gros topo un petit peu aujourd'hui sur tout ça.
Je pense que je vais vous laisser. Ce sera le replay de lundi sur ma chaîne YouTube. Pour tout le monde, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous retrouve de toute façon la semaine prochaine. Je rappelle que je pense rouvrir BitLearn incessamment sous peu, donc n'hésitez pas si vous voulez rejoindre BitLearn. Vous me contactez en message privé, j'ai déjà eu des messages et une whitelist, je ne pourrais pas prendre tout le monde parce que je teste en fait la robustesse de la plateforme. Donc si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter. Je rappelle que Twitter ou peu importe tous mes canaux, vous aurez accès en fait directement à la nouvelle version de BitLearn qui vous permet de trader. Alors ça, j'en parle rapidement pour ceux qui sont encore dans le live et à qui ça intéresse de trader, pas de regarder des vidéos, pas de regarder des PDF sur BitLearn. On pratique, c'est le seul moyen d'apprendre. Ça vous viendrait pas à l'esprit d'apprendre le piano sans avoir de piano. Et bien sur BitLearn, on apprend en tradant, donc vous pouvez le faire de façon hyper interactive, c'est-à-dire que vous pouvez trader en multijoueur. Avec moi, vous voyez mes trades, vous voyez les trades de tout le monde. Vous avez des ligues et des compétitions, vous avez des objectifs quotidiens à remplir, donc vous cliquez sur participer, vous ouvrez une partie, vous pouvez trader directement sur la plateforme. Vous pouvez observer et regarder tous mes replays de trading, donc ça c'est intéressant parce que ça vous permet de voir des vraies sessions de trading et de savoir pourquoi je suis rentré, pourquoi je suis sorti. Vous aurez également l'onglet formation dans lequel vous aurez gratuitement déjà des vidéos que vous pourrez regarder. Vous pouvez consulter tous mes dashboards, donc tous mes journaux de trading. Donc, franchement, je suis totalement transparent sur tout ce que je fais ici, de façon à ce que vous puissiez, là encore, vous familiariser avec les journaux de trading, vous familiariser avec le reporting, vous familiariser avec le trading. Donc ici, si je lance par exemple une session sur l'US, ça va me lancer sur une session de trading. Là, par exemple, avec le bro. Et si je la lance, je vais pouvoir trader avec le bro, voir ses trades, vous pourrez voir les miens. Donc, si tout ça, ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez surtout pas à me contacter et je vous mettrai sur la whitelist pour les prochaines inscriptions. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end et puis je vous retrouve à la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde, salut.